Bonjour à tous. Donc, comme tous les ans, je viens vous présenter, on va vous faire le point sur la recherche, certes, mais également sur le diagnostic moléculaire. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Dominique Vidot. J'ai sciemment pas mis de nom d'intervenant sur ma présentation parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Aussi bien l'équipe de la faculté de pharmacie et l'équipe de recherche 7331, dirigée par Michel Vidot, que l'équipe du laboratoire de génétique moléculaire de l'hôpital Cochin. Donc, cette équipe est constituée de Béatrice Parfait, qui est présente ici, mais qui s'occupe plutôt de la NF2, Éric Passement, Armel Luscan, Ingrid Laurando et Jennifer Varin. Alors, 20 minutes pour faire le bilan de tout ce qu'on a fait pendant un an. C'est un petit peu rapide, mais j'ai beaucoup travaillé pour essayer de faire au plus juste. Donc, je démarrerai par le diagnostic pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait cette année. Et puis, je vous reparlerai après de ce qu'on fait au niveau de la recherche, en particulier de l'avancée des travaux sur la physiopathologie de la maladie, qui nous intéresse, vous le savez, depuis longtemps. L'identification de nouvelles cibles thérapeutiques et puis dans l'année qui vient peut-être se lancer dans des programmes de séquençage très haut débit pour l'identification de nouveaux gènes. Alors l'optimisation du diagnostic moléculaire, bien entendu, c'est l'apport du NGS, vous êtes au courant, d'autant plus que je vous rappelle que c'est vous qui avez permis le démarrage de la plateforme de NGS à l'hôpital Cochin. Donc c'est une plateforme qui est très bien équipée actuellement. Et d'ailleurs, ce n'est pas ma dernière diapo, mais ce n'est pas grave, puisque sur la dernière diapositive, nous avons acquis récemment un troisième séquenceur très haut débit de la société Illumina. Donc là, j'ai indiqué dans l'ovale rouge le tout premier séquenceur qui nous avait été offert donc, par l'association, qui marche toujours très très bien, qui est dédié au diagnostic, hein, ce n'est pas un séquenceur de recherche. Séquenceur sur lequel nous réalisons à la fois le diagnostic de la neurofibromatose de type 1 et du syndrome de Legus par un premier panel de gènes et le diagnostic des schwannomatoses, de la neurofibromatose de type 2 et des ménangiomatoses avec un second panel. Pardon. Ah ben là voilà ma diapo un peu plus, je n'avais pas enlevé la première. Voilà, donc un nouveau séquenceur encore plus haut débit, un plus haut débit dédié en particulier à la recherche. Alors, le bilan de diagnostic sur cette année 2015, eh bien, l'apport du NGS fait que les délais de rendu du résultat se sont bien améliorés, puisque globalement, maintenant, on est dans un délai inférieur à 6 mois, alors que je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était plutôt 1 an, voire 18 mois à 2 ans. Pour le NF1, nous avons analysé, vous voyez, un peu plus de 500 patients, 367 positifs, hein, c'est assez précis pour le gène NF1, 5 pour Spreada. Nous avons réalisé 34 diagnostics prénatals et nous poursuivons le développement du diagnostic prénatal non invasif qui en est toujours au stade de protocole. C'est long à développer, hein, mais nous avons acquis de nouveaux financements de l'Agence de la biomédecine, de l'association Vaincre la mucoviscidose et de l'AFM pour pouvoir continuer ce projet. Pour la neurofibromatose de type 2, bien entendu un peu moins de patients analysés, puisque c'est moins fréquent, 170, 34 positifs pour NF2, 30 pour LZTR1, le gène est passé à l'as, et 1 pour SMARCB1 et 3 pour SMARCB1. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, avec le NGS, c'est de pouvoir analyser de façon concomitante pour les individus qui arrivent avec des signes cliniques de NF1, en particulier taches caféolées des lentigines, de pouvoir analyser en même temps le gène NF1 et le gène Spreada pour pouvoir faire la différence entre l'existence d'une neurofibromatose de type 1 et un syndrome de Legus. C'est également extrêmement important pour l'étude des gènes NF2, schwannomatose, ménangiomatose, surtout dans les formes atypiques. Vous voyez représenté ici par un point d'interrogation, de pouvoir parfaitement identifier l'existence d'une schwannomatose, d'une neurofibromatose de type 1 ou d'une ménangiomatose. C'est important en matière de pronostic et c'est très important également en matière de conseil génétique. Enfin, l'utilisation du NGS a permis une augmentation très importante de la sensibilité de détection des mutations et rend possible l'analyse des mosaïques. Et l'année dernière, donc au long de 2015, nous avons identifié 5 cas de mosaïques pour le gène NF1 associé à des formes segmentaires et des formes paucisymptomatiques, et pour le gène NF2,
Béatrice a mis en évidence un grand nombre de mosaïques par l'étude simultanée de l'ADN extrait des leucocytes et de l'ADN extrait des tumeurs, des schwannomes, et ceci constitue en particulier pour NF2 une avancée extrêmement importante dans le diagnostic, car je vous rappelle que 20 à 25% des formes sporadiques de NF2 sont liées à des mosaïques somatiques, donc il était vraiment très important de pouvoir les détecter. Donc voilà pour ce qui est du diagnostic moléculaire. Donc c'est quelques minutes, mais ça nous occupe énormément au quotidien. Alors, maintenant, en ce qui concerne la poursuite de nos activités de recherche sur l'étude de la physiopathologie de la maladie, nous sommes depuis très longtemps intéressés par l'hétérogénéité clinique de la neurofibromatose de type 1, et c'est vrai que nous nous intéressons depuis plusieurs années maintenant aux neurofibromes et aux MPNST, en particulier à l'apparition des neurofibromes, leur croissance et leur transformation. Et pour pouvoir appréhender cette physiopathologie, nous avons mis en place plusieurs approches. Une approche de type génétique, en particulier avec la recherche des gènes de modification, des approches génomiques avec l'étude des MPNST, et beaucoup plus récemment, une approche fonctionnelle avec la mise au point de modèles cellulaires qui nous permettent d'étudier justement les anomalies identifiées par les approches génétiques et génomiques. Alors, l'étude de la physiopathologie de la maladie, en particulier de l'expressivité variable très importante de la maladie, a fait que depuis très longtemps, avec l'équipe, en particulier avec l'équipe d'Henri Mondor, puisque c'est quand même elle qui est à la base de l'ensemble de ces travaux, en particulier avec Pierre Wolkenstein, nous avons constitué une base de données extrêmement importante, aidée en cela par plusieurs programmes de recherche, qui sont des PHRC, qui ont été établis en 2002, 2005 et 2010, et qui nous ont permis, ces PHRC, de recueillir actuellement plus de 3000 individus, parmi lesquels, bien sûr, une grande majorité d'individus atteints, qui sont parfaitement phénotypés et génotypés, et qui nous permettent de mettre en évidence les facteurs génétiques associés à cette variabilité d'expressivité clinique de la maladie, en s'intéressant en première intention aux mutations du gène NF1 et dans un deuxième temps, la recherche de gènes de modification. Alors, les mutations du gène NF1 en elles-mêmes, c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit, on a écrit, et on le pense encore beaucoup, qu'elles ne jouaient pas un rôle majeur. Mais malgré tout, associées à un phénotype plus sévère, on va retrouver des délétions du gène total du gène NF1, alors qu'à contrario, certaines mutations sont associées, et on le montre vraiment bien maintenant, à des phénotypes beaucoup plus modérés, en particulier avec l'absence de neurofibromes, comme la délétion de nacidamine et la méthionine en position 992, qui est assez ancienne, elle avait été décrite par Mina Upadhyaya en 2007, et une autre mutation ponctuelle située un petit peu plus loin dans la protéine en position 1809. Ça, c'est beaucoup plus récent, vous voyez l'article date de 2015. Et ces résultats nous ont amenés à reprendre en fait des études de corrélation génotype-phénotype, en particulier en étudiant de plus près les phénotypes associés aux mutations faux sens, qui certes ont l'air d'être responsables, entraîner des phénotypes un peu plus modérés. Et c'est important de faire la différence, en particulier pour le pronostic et le conseil génétique. En ce qui concerne les gènes de modification, ça fait plusieurs fois qu'on vous présente ce thème de recherche qu'on avait abordé par une approche génétique à l'aide d'études d'association. En 2011, donc il y a maintenant quelques années, ces études d'association, en particulier gènes candidats, nous avaient permis de mettre en évidence un gène de modification qui était le gène ALDRIL, qui était un modificateur génétique du nombre de neurofibromes. Et cette année, nous avons, sur la base du dernier PHRC, qui nous avait permis de recueillir plus de 1500 individus, nous avons lancé une autre étude d'association, qui est une étude différente, qu'on appelle pan génomique, encore GWAS en anglais, donc est une étude que nous réalisons en collaboration avec le CNG. C'est eux qui ont pris en charge l'analyse sur des puces à ADN par l'intermédiaire de l'équipe de Jean-François Deleuze, donc au CNG. Nous leur avons confié un peu plus de 1500 ADN, 1519 exactement, 1500 ont été génotypés et l'analyse est en cours. C'est Audrey Sabag qui est maître de conférence d'ailleurs en génétique à la faculté de pharmacie, que vous connaissez puisqu'elle faisait partie de notre équipe il y a quelques années, qui est en charge de cette analyse. L'analyse vient juste de démarrer, je pense que nous aurons des résultats l'année prochaine. Donc ce projet est financé à la fois par le PHRC et le CNG a également participé à hauteur de 50 000 € à la mise en place de cette étude. Pour ce qui est du deuxième type d'approche, qu'on a donc appelé approche génomique, par l'intermédiaire de l'étude des altérations des MPNST, c'est un travail qu'Éric Passement vous avait présenté l'année dernière,
puisque nous étions intéressés plus à la forme tumorale des neurofibromes. Et nous, grâce à une collaboration européenne, nous avions pu analyser une cinquantaine de tumeurs malignes des gaines nerveuses, à la fois par CGHR et NGS, donc deux techniques d'études génomiques à relativement haut débit, en séquençant un ensemble de gènes appartenant à un complexe protéique qui joue un rôle important dans l'expression des gènes. Et ce sont des études préalables qui nous avaient guidés en fait vers l'étude de ce qu'on appelle ce PRC2. Et nous avions pu montrer, en collaboration avec l'équipe d'Éric Léjus, en particulier avec Thomas de Retz, qui travaillait à cette époque-là aux États-Unis, que effectivement plusieurs membres de ce complexe protéique, de ce PRC2, jouaient un rôle extrêmement important puisqu'il était muté dans plus de 50% des tumeurs malignes des gaines nerveuses rencontrées chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Et exactement au même moment, dans d'autres revues scientifiques, étaient apparus des articles tout à fait similaires qui précisaient le rôle important de ce complexe, qui dérégule en fait l'expression de certains gènes et qui entraîne en fait le phénomène tumoral. Donc cette analyse nous avait permis d'ailleurs de publier dans une excellente revue, puisque c'est la revue Nature, qui est une des meilleures revues scientifiques. Et actuellement, nous continuons bien sûr l'étude de ce complexe PRC2, puisqu'il joue vraiment un rôle très important. Et nous avons pour cela obtenu un financement dans le cadre d'un appel à projet qui était donc de 2014, Épigénétique et cancer, coordonné par Eric Passement. Et ce projet a pour but d'évaluer l'importance du rôle de ce complexe dans la tumorigénèse associée aux tumeurs rencontrées chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Alors, ce travail est réalisé à l'Institut Curie en collaboration avec le groupe de Raphaël Margueron. Raphaël Margueron est membre de l'équipe épigénétique de l'Institut Curie, et qui est une équipe qui est dirigée par le professeur Edith Heard, qui est une équipe qui a une renommée internationale. Edith Heard est d'ailleurs également professeur au Collège de France. Et notre petite main à l'Institut Curie, c'est Armelle Luscan. Armelle Luscan occupe actuellement un poste d'accueil INSEAM. Elle devrait rejoindre notre équipe à la fois à l'hôpital et à l'université l'année prochaine. Et c'est son travail de thèse. Elle est doctorante donc à l'Institut Curie. Sa thèse étant l'étude de l'implication du complexe PRC2 dans la tumorigénèse associée à la neurofibromatose de type 1. Donc elle y est depuis maintenant 1 an et demi. Elle a énormément progressé sur un ensemble de techniques que je vais vous présenter très très rapidement. Mais pour pouvoir mettre en place ces approches fonctionnelles, puisque maintenant on n'est plus vraiment dans la génétique, on a identifié les gènes impliqués dans la tumorigénèse, tout au moins une partie d'entre eux. Maintenant, ce qu'on souhaite comprendre, c'est comment fonctionnent ces gènes, qu'est-ce qui entraîne leur dérégulation et qu'est-ce qui fait qu'à partir de leur dérégulation va arriver la transformation du neurofibrome. Et bien pour cela, nous avons besoin de développer des outils cellulaires, puisque nous avons besoin de travailler à l'échelle cellulaire, et ces outils ont été développés au sein de la faculté de pharmacie par Béatrice Parfait et Jennifer Varin, et nous disposons à la faculté de modèles vraiment très pertinents, de lignées de cellules de Schwann dérivées de MPNST, donc on a pu récupérer grâce à des collaborations internationales. Et puis Béatrice et Jennifer ont mis en place, avec de gros efforts, ça a vraiment été un très gros travail, ont mis en place la culture primaire de cellules de Schwann issues de neurofibromes plexiformes. Et ces neurofibromes plexiformes étant récupérés à l'HEGP par Michael Yvelin, qui travaille avec le professeur Lantieri. Donc en fait, c'est carrément Michael souvent qui nous apporte les petits morceaux de neurofibromes qu'on arrive à mettre en culture pour pouvoir, à l'arrivée, vous voyez, avoir ces superbes cultures de cellules de Schwann, cellules qu'on va pouvoir ensuite retravailler et étudier. Et à venir, nous l'espérons, avec la collaboration de Michael Yvelin, nous espérons pouvoir développer des modèles de xénogreffe orthotopique chez la souris dans le courant de l'année. Alors, là, ces cellules, que va-t-on en faire? Eh bien, nous allons les bricoler, les trafiquer, et nous avons la chance de pouvoir
utiliser un système de modification du génome extrêmement nouveau qu'on appelle le génome editing par l'intermédiaire du système CRISPR-Cas9 dont vous avez certainement entendu parler puisque Emmanuelle Charpentier, que vous voyez ici, en fait c'est un système qui a été inventé par deux dames, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. Emmanuelle Charpentier est française, elle ne travaille plus en France depuis un certain temps, mais on l'a beaucoup entendue dans les dernières semaines. Elle est passée au Grand Journal, on l'a entendue sur beaucoup de radios parce que c'est vraiment un système complètement révolutionnaire qui permet, vous le voyez, de modifier le génome en réalisant tout simplement une petite cassure et puis ensuite une réparation qui induit des mutations. Donc de modifier le génome pour soit complètement l'invalider et faire que le gène ne fonctionne plus ou pouvoir intégrer de nouvelles mutations et étudier le rôle de ces mutations. Et ce système était en place à l'Institut Curie, c'est la raison pour laquelle Armelle a rejoint cette équipe pour pouvoir le maîtriser. Donc maintenant, elle le maîtrise tout à fait bien et vous voyez qu'elle elle bricole en fait. Elle part de cellules de Schwann, parfois mutées pour le gène NF1, parfois non mutées, parce qu'on étudie également l'invalidation de ces gènes dans des cellules normales. Et puis, elle mute à nouveau les gènes responsables de la synthèse de protéines de ce fameux complexe PRC2 et elle regarde après ce qui se passe. Alors c'est un travail long, délicat, mais ça progresse et je pense que l'année prochaine, elle viendra elle-même vous présenter les résultats qu'elle aura obtenus pour sa thèse, au cours de sa thèse. Donc voilà, elle travaille, c'est un petit peu redondant, donc elle active à la fois le gène NF1, puis parfois elle n'active pas le SUS12, le D, EZH2, EZH1, qui sont donc des gènes de ce fameux complexe PRC2. On commence à avoir une petite idée de la façon dont ce complexe fonctionne, voire dysfonctionne dans les tumeurs chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Alors, en ce qui concerne l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle aussi. On progresse également doucement et le développement de nos fameux outils cellulaires au sein de la faculté a fait que nous avons pu cette année étudier, amener à tout au bout, terminer une étude commencée il y a un certain temps sur ces cellules de Schwann en étudiant les inhibiteurs de la voie mTOR. Donc nous avons fait Béatrice, et surtout Béatrice qui s'occupe de cette partie de notre recherche. Et on a obtenu un résultat très satisfaisant avec l'utilisation d'un double inhibiteur de la voie mTOR, qui est une des voies métaboliques dérégulées chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Donc je ne vais pas vous commenter les courbes, j'avais mis ça un petit peu pour faire joli, mais vous voyez qu'on a une activité importante de cette molécule. Et ce résultat a fait l'objet d'un article qui est paru en janvier dernier dans le journal OncoTarget. Bien entendu, ces essais in vitro, donc dans des modèles cellulaires, sont nécessaires, sont des prérequis pour pouvoir après envisager des essais chez l'animal, en particulier, on l'espère, chez les souris xénogreffées, voire des prérequis pour des essais cliniques chez l'homme. Enfin, ces modèles cellulaires sont aussi essentiels pour réaliser ce qu'on appelle des criblages thérapeutiques, c'est-à-dire là, on ne teste pas uniquement une seule drogue, mais tout un ensemble de drogues dans un système cellulaire ad hoc. Et le fait de pouvoir avoir à disposition à la fois des modèles cellulaires, une cible qui est le PRC2 et un système de modification des cellules fait que nos cellules étaient tout à fait candidates à ce type de criblage. Et c'est ce que est en train de réaliser également l'Institut Curie Armelle-Luscan, puisque du fait de leur positionnement, c'est vrai qu'à l'Institut Curie, ils ont possibilité de pouvoir cribler un grand nombre de molécules. Ce projet vient tout juste de commencer. J'espère qu'on arrivera à identifier quelques molécules intéressantes pour inhiber le développement de ces cellules. Enfin, l'identification de nouveaux gènes. Alors, pourquoi et comment pouvoir se lancer dans cette nouvelle identification ? Tout simplement par l'acquisition, du fait de l'acquisition à Cochin d'un nouveau séquenceur très très haut débit, qui est un séquenceur de la société Illumina, qui s'appelle le NextSeq 500, c'est pas très facile à dire.
Donc nous allons reprendre à la fois les formes familiales et les formes sporadiques négatives pour le gène NF1, mais pour lesquelles les patients sont vraiment porteurs d'une vraie NF1, pour laquelle toutes les études que nous avons au préalable réalisées sont négatives, aussi bien en NGS classique qu'avec les techniques que nous utilisions auparavant. Et nous allons nous lancer dans ce qu'on appelle un whole exome sequencing, c'est-à-dire le séquençage de l'ensemble des séquences codantes du gène, voire un whole genome sequencing, ou WGS, voire la séquence de la totalité du génome d'un individu, dans l'objectif d'identifier de nouveaux gènes, voire éventuellement de nouvelles régions de régulation du gène NF1 qui pourraient être impliquées dans, alors on appellerait peut-être plus à la neurofibromatose de type 1, comme on l'a fait avec le syndrome de Légius et le gène SPREDA, mais associé à cette forme de neurofibromatose. Voilà, merci en tout cas pour votre attention et surtout merci pour votre soutien permanent qui, bien sûr, est essentiel pour poursuivre notre recherche. Voilà, puis j'ai tenu les 20 minutes. Merci.